Élections couplées municipales et régionales, occasion de bonnes affaires pour certains opérateurs économiques, mais ce n'est pas le cas partout. Alors qu'elles se frottaient les mains les campagnes précédentes, les sociétés de location de véhicules sont moins heureuses. Cette année, la raison dans ce journal. La contrefaçon, fléau des temps présents, elle touche tous les secteurs d'activité et menace l'économie, mais également la santé et la sécurité des populations. Et puis en France, la moralisation de la vie politique à l'ordre du jour, ce sont les suites de l'affaire Cahuzac. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. On démarre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a reçu en audience des hommes d'affaires indiens hier. Ces hommes d'affaires indiens sont en mission de prospection dans le pays et ces derniers veulent investir dans le secteur minier. Et c'est ce que nous précise Alexis Ouedraogo. Le village de Miningan connaît la société minière indienne Torian depuis 2006. Elle y exploite le manganèse. En 2012, l'activité s'interrompt pour un an. La population accuse la société de ne pas participer au développement social et économique de la région. Après plusieurs médiations, la population obtient gain de cause. La situation rentre dans l'ordre. Les relations indo-ivoiriennes sont au beau fixe. La compagnie compte étendre ses activités dans le pays et renforcer ses investissements. Son premier responsable a signifié ce mardi au chef du gouvernement. 2 sites miniers devraient voir le jour. Le premier à Odiéné avec une réhabilitation de la voirie et le second à Sassandra pour l'exploitation du fer. Torian s'est engagé à réaliser des infrastructures socio-économiques sur tous ces sites. Il a d'ailleurs invité la presse à le constater dès septembre prochain à Bandoukou. Une 6e grève en 7 mois qui trouble l'école ivoirienne. À l'appel de l'intersyndicale du secteur éducation-formation, les cours sont perturbés dans le primaire et le secondaire depuis lundi. Mais les autorités rassurent. Hier, au cours d'une conférence de presse animée à son cabinet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a soutenu que le calendrier des examens de fin d'année sera respecté. Elle demande par ailleurs, et je cite, « juste un peu de patience aux enseignants ». Des enseignants invités à la reprise des cours dans l'intérêt des élèves. Madame Camara soutient aussi que tous ceux qui empêcheront les enseignants qui veulent dispenser des cours seront mis aux arrêts et soumis à la procédure qui suivra. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. 5e jour de la campagne pour les élections couplées municipales et régionales. Tout le pays est concerné et pendant que les candidats tentent de convaincre les électeurs, il y a certaines affaires qui prospèrent grâce aux campagnes, mais du côté de l'allocation des véhicules, il n'y a pas affluence. Qu'est-ce qui explique ce manque d'engouement? La réponse avec Michel Mambo. Les campagnes électorales, des périodes de grandes dépenses en général pour les candidats. Entre autres, l'allocation des véhicules pour aller à la rencontre de l'électorat. Moment donc pour les sociétés de location de voitures de faire de bonnes affaires, pourrait-on croire. Cette année pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. C'est notre période, mais cette fois-ci, l'allocation à Bidonville, ça n'a pas encore bien marché pour nous. C'est l'intérieur. À l'intérieur, nous avons envoyé beaucoup de véhicules, mais concernant la ville d'Abidjan, ça ne marche pas. Les années passées, je crois qu'on a fait de bonnes affaires, mais cette année, on ne sent pas. Le secteur n'a donc pas échappé à la crise. Par ailleurs, pour avoir fait les frais de la mauvaise foi de certains candidats, les campagnes précédentes, la carte de la prudence est jouée. On ne peut plus donner parce qu'ils nous donnent des chèques qui reviennent impayés. D'autres nous font croire que c'est tel ministre qui est derrière et qu'il va payer. Bon, personne ne paye, donc aujourd'hui, quand ils arrivent, on veut cash. Mais ils ne prennent pas, tous les véhicules sont restés presque garés. Par moment aussi, ceux à qui on a donné les véhicules, vous avez des jeunes gens du quartier qui montent sur les véhicules, vous torquent carrément la carrosserie de la voiture, on vous brise les vitres. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on préfère ne pas donner. Cortège impressionnant, location d'espace, de bâches, de chaises, confection de t-shirts et autres gadgets. Mais qu'en est-il des attentes des électeurs ? Et toujours concernant ces élections, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse a rendu les décisions suite à sa 11e session ordinaire tenue jeudi dernier. Ainsi, l'hebdomadaire Écho de Koumassi est suspendu pour 8 parutions. Écoutons le président du CNP. À l'origine de cette décision, la publication par l'édition numéro 4 du 26 mars 2013 de l'hebdomadaire Écho de Koumassi d'une série d'articles contrevenant au code de l'éthique et de la déontologie
ainsi qu'à la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse. Que l'hebdomadaire Écho de Koumassi, créé pour les besoins de la campagne de M. Ibrahim Cissé Bakongo, candidat aux élections municipales dans la commune de Koumassi, contient des écrits totalement injurieux, diffamatoires et malveillants à l'encontre des adversaires de ce dernier. Qu'en effet, cet hebdomadaire, plutôt que d'informer les populations sur le programme de campagne du candidat Ibrahim Cissé Bakongo, procède à une vaste campagne de dénigrement, ponctuée d'injures et d'immixtions intolérables dans la vie privée du candidat indépendant Adou Assalé et de ses soutiens. Qu'en raison de ces manquements intervenus en violation de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse et du code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire, la suspension de l'hebdomadaire Écho de Koumassi pour 8 parutions à compter de la notification. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de décentralisation, 1084 communes ont été supprimées et 31 collectivités ont été créées en 2011. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a instruit la Direction générale de la décentralisation et du développement local à l'effet de mener une étude sur les besoins et de délimiter sur des critères scientifiques et objectifs des nouvelles communes. Après plusieurs mois d'activité, les différentes directions en charge de la mise en œuvre de la nouvelle politique de décentralisation sont depuis hier en atelier. Objectif, analyser et valider les données statistiques et autres informations collectées sur le terrain. Pour comprendre le fonctionnement des entreprises industrielles, le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou, échange avec des responsables du secteur privé. Le ministre a visité hier des entreprises qui font face à d'énormes difficultés, notamment la contrefaçon et les prix élevés des matières premières. Revivons cette visite avec Gabriel Zani comme guide. La concurrence est déloyale, le coût trop élevé des matières premières, la contrefaçon freine en partie le développement des activités des entreprises industrielles privées installées en Côte d'Ivoire. Les grandes entreprises comme celle qu'a visitée ce mardi Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie, sont également confrontées à ces difficultés. On a des problèmes de compétitivité sur le marché. On a également le problème de la contrefaçon. On importe des matières premières, donc on est souvent confronté à des augmentations des prix des matières premières à l'étranger. Pour le ministre de l'Industrie, écouter les chefs d'entreprise, se concerter avec eux, constitue un pas important dans la recherche de solutions. Ces échanges permettront de rapprocher le secteur public du privé en créant un dialogue permanent pour des actions communes en vue du développement et l'assainissement de l'environnement des affaires. Outre cela, le gouvernement prévoit des mesures pour lutter contre certains fléaux, notamment la contrefaçon. C'est une question qui effectivement est une préoccupation pour l'ensemble des industriels. Nous avons en vue une nouvelle loi sur la qualité qui va un peu régler et régir davantage les questions de normalisation, d'accréditation, de certification et mieux assurer le contrôle. Et ça va contribuer également à réduire, nous l'espérons fortement, tout ce qui est contrefaçon. Le code de l'investissement entré en vigueur en août 2012, la mise en place récente du guichet unique et du tribunal du commerce compte parmi les mesures fortes prises par le gouvernement pour rassurer les industriels. Direction Korogo pour évoquer la lutte contre la contrefaçon. L'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire est en campagne. Elle a initié une journée contre la prolifération des produits contrefaits sur les marchés. Le reportage de Kader Sogodogo dans un commentaire de Brahima Doumbia. C'est à Korogo, capitale de la région du Poro, que l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, APROCACI, a lancé ses activités de sensibilisation contre les produits de contrefaçon. Cette activité a donné lieu à une plateforme d'échange qui a réuni les autorités administratives et politiques, les populations et responsables des consommateurs. Le président national des consommateurs, Soumaoro Ben Fali, estime que la contrefaçon appauvrit davantage les populations. On croyait que ces produits moins chers soulageaient les consommateurs que nous sommes. Ça nous pose énormément un problème de santé. Tout ce que nous utilisons au quotidien aujourd'hui est touché par la contrefaçon.
Le directeur régional du commerce du Poro a révélé au cours de son exposé que la contrefaçon est une violation du droit de la propriété intellectuelle. La contrefaçon est dépourvue de toute qualité, donc une tromperie, une escroquerie. Présent à la cérémonie, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, salue l'initiative de l'association des consommateurs. La cérémonie s'est achevée avec une visite du marché de Korogo, ce qui renforce la détermination du président Smaoro Ben Fally quant à combattre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Demain débutent devant le tribunal militaire les procès des soldats FRC coupables d'exactions ou de graves violations des droits de l'homme. Avec ces procès qui s'ouvrent, les procès pour raquettes sont suspendus. Les explications du Guerveblé. Devant le tribunal militaire d'Abidjan, à partir de ce jeudi, des soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils sont accusés pour certains d'avoir commis des exactions et pour d'autres de graves violations des droits de l'homme. Nous allons commencer ces procès avec l'affaire Vavois. On se rappelle qu'à Vavois, 7 éléments FSI ont été arrêtés à la suite d'événements qui ont vu la mort de plusieurs personnes. Nous allons commencer à juger tous les éléments FSI qui ont commis des exactions, qui ont commis des crimes, assassinats, meurtres, coups mortels, homicides de tout genre sur la population ivoirienne. 33 éléments de FRC sont concernés par les procès qui débutent demain. En cours devant le tribunal militaire d'Abidjan, de nombreux procès sont achevés ou sont en train de connaître leurs résultats. Lorsque nous allons débuter ces procès, nous allons suspendre momentanément les audiences contre la requête. Jusqu'à ce jour, nous avons totalisé 21 procès sur la requête. Sur les 25 procès, il y a 56 militaires, FRC et gendarmes qui ont été jugés. Sur ces 56 personnes, nous avons eu 28 qui ont été condamnés à la prison ferme, 20 à la prison à sursis et 8 ont été relaxés. Les procès pour raquettes qui seront suspendus à l'occasion des procès qui débutent ce jeudi reprendront une fois ceux-ci achevés. Également annoncé par le tribunal militaire d'Abidjan la tenue prochaine des procès pour atteinte à la sûreté de l'État impliquant éléments des FRC, gendarmes et policiers. Les journalistes ont été instruits sur l'importance de la sauvegarde de la biodiversité. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui espère ainsi sensibiliser les populations à travers les écrits des hommes de presse. Les détails avec Herman Niamia. 25 à 50% des espèces animales et végétales en Côte d'Ivoire pourraient disparaître d'ici à 2020 selon les chercheurs ivoiriens. Il faut donc engager toutes les forces vives afin d'assurer la sauvegarde de la biodiversité. Moyen trouvé par les chercheurs, la contribution des médias. La biodiversité, c'est la diversité du vivant, de toutes les formes du vivant. Animaux, végétaux, virus, bactéries. C'est la diversité de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. De nombreux résultats existent. De nombreux projets de recherche sont en cours de développement ou ont été développés. Mais ces résultats sont très souvent au sein donc, des laboratoires pour porter ces connaissances au niveau de la population. Le meilleur véhicule, c'est donc les journalistes. Des expositions suivies d'exposés à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et au centre de recherche de Benjerville ont permis aux journalistes de comprendre les enjeux de la biodiversité. Je retiens surtout que dans un écosystème, toute espèce vivante a une importance dans le cadre de l'écologie et dans le cadre surtout de l'équilibre écologique. À notre niveau, à Dernière Info, nous ferons tout pour que le combat pour la protection de la biodiversité fasse partie des piliers de cette rédaction. La biodiversité est indispensable pour le maintien du processus d'évolution du monde vivant. Au regard des menaces qui pèsent sur ce territoire de l'humanité, les Nations Unies ont décrété la période 2011-2020, la décennie pour la biodiversité. Reboiser et cesser tout acte de destruction des forêts ivoiriennes, c'est le message de la SODEFOR, la Société de développement des forêts aux populations de Fengolo dans le département de Madinani. Message adressé à l'occasion de la Journée internationale de la forêt instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Marie-Laure Ngoran.
Nous sommes à Fengolo, au nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Madinani. Les populations prennent d'assaut la place publique pour célébrer la journée internationale de la forêt. Sont également présentes les autorités administratives et coutumières. La SODEFOR, Société de développement des forêts, est aussi représentée. Un message à l'occasion de cette journée: préserver la forêt, s'abstenir de tout acte de destruction, feu de brousse, exploitation abusive et illégale des essences prisées. Les forêts sont les écosystèmes les plus riches en termes de diversité biologique. En plus, elles nous protègent contre les changements naturels tels que le réchauffement climatique et l'avancée du désert. Une forêt bien aménagée peut servir de lieu de détente. Et pour tous ces avantages écologiques, économiques et sanitaires, il faut promouvoir la forêt en freinant la déforestation qui avance à un rythme inquiétant selon la SODEFOR. Et pour permettre à ces agents de bien mener leur mission dans la forêt classée de Fengolo, qui a une superficie de 1200 hectares, le conseil d'administration et la direction générale de la SODEFOR ont fait don de motos. Aux populations, la SODEFOR conseille le reboisement pour sauver les forêts ivoiriennes. À Kambokura, c'est dans la sous-préfecture de Korogo, les femmes produisent de l'oignon de contre-saison. De 2 hectares au début, elles en sont à 5 hectares aujourd'hui et expérimentent le système du goutte à goutte. Les paysannes ont reçu la visite du ministre de l'Agriculture en présence de Noël Niagno. L'oignon, c'est connu, la production ivoirienne est déficitaire par rapport à la demande. À Kambokura, à 30 km de Korogo-Silasso, une centaine de femmes ont décidé d'apporter leur grain à la résorption de ce déficit. Elles produisent de l'oignon de contre-saison. Contre-saison, ça veut dire qu'il ne pleut pas. Et aussi, il y a une période où le vent, tout est sec. Donc, il faut beaucoup arroser. Et c'est là où repose toute la pénibilité du maraîchage. Elles ont dominé cette pénibilité. De 2 hectares en 2008, au début du projet, ces femmes exploitent 5 ans après 5 hectares. Pour répondre à la demande toujours croissante, cela avec l'appui de la GIZ dans le cadre d'une des composantes du PRODEMI, Programme de développement économique rural. Koulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, est venu sur le terrain. Il a visité le champ, échangé avec les productrices. Première découverte de cette visite d'imprégnation, la réaction de ces femmes devant le système goutte à goutte. Elle dit que quand elles ont sémé, bon, et après elles se sont rendues compte que peut-être que les plantes n'étaient pas suffisamment arrosées et qu'elles commençaient à faner, elles ont eu peur, donc elles ont arrosé, quoi. Réaction amusante, me direz-vous, mais c'est une réalité. Dans le monde rural, on ne croit qu'en ce que l'on a éprouvé. Aujourd'hui, elles ont le sentiment que les gouttes à gouttes, l'eau n'est pas suffisante, mais au fil du temps, c'est par la démonstration qu'elles vont voir qu'au contraire, que la plante reçoit de l'eau et qu'elle pousse, qu'elles vont arrêter d'arroser. 5 ans après, avec la pratique, elles ont compris les gains substantiels du système. On gagne énormément en temps. On rationalise l'eau. Au niveau de l'eau, on économisera autour de 75% d'eau. Et c'est la même chose aussi au niveau des intrants. Ceci explique l'augmentation des parcelles d'année en année. Autre leçon à retenir de la visite, la nécessité d'étendre le système à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous avons l'intention à partir de ce projet type de voir comment nous pouvons multiplier cela. Et c'est important pendant la contre-saison. Et surtout, ça permet de doser aussi les intrants qu'on donne à la plante et ça réduit la pénibilité du travail pour les dames. Devant cette réussite, une seule chose à dire. Madame la représentante de la GIZ, je vous remercie. Je vous salue au nom du président de la République, au nom du gouvernement et son chef. Le PRODEMIR date de 2002 et le niveau d'investissement est de plus de 200 milliards de francs CFA de la coopération allemande. Et rendons-nous à présent à San Pedro, zone productrice de café et de cacao. Là-bas, les coopératives mettent le cap sur la qualité et la certification des produits. L'objectif final est de permettre aux planteurs de mieux profiter des fruits de leur labeur. Le reportage de Thérèse Auboué. La coopérative agricole de Gagny, Copagny, dans la sous-préfecture de Doba, fait partie des coopératives en quête permanente de la qualité de sa production et du bien-être de ses adhérents. Pour ce faire, elle a adhéré au projet de certification OUS avec la société Cargill.
Ce projet a consisté à regrouper les adhérents dans des champs-écoles paysans, ce qui a permis aux coopérateurs d'apprendre les bonnes pratiques agricoles pour un mode de vie sain. Au plan social, ce sont 3 pompes hydrauliques villageoises qui sont en construction en Gagny et dans le village de Ouaté-Carrefour afin de permettre aux populations de ces localités de bénéficier de l'eau potable gratuitement. Les responsables du Conseil Café-Cacao de la NADER ont félicité les coopérateurs et surtout insisté sur le processus qualité, fondement de la nouvelle réforme de la filière café-cacao. Ils ont invité les producteurs à fréquenter les champs-écoles afin de produire du cacao de bonne qualité. La Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire entreprend une caravane de la paix et de la cohésion sociale dans 18 localités du pays. La première étape de cette caravane s'est achevée à Grand Bassam par une conférence publique suivie pour nous par Thomas Guessambi. Des chants pour inviter la paix dans les cœurs et les esprits des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. C'était à la fin de la première phase de la caravane de sensibilisation sur la réconciliation initiée par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. L'événement qui s'est tenu dans la cité balnéaire de Bassam a été un moment d'enseignement et de méditation sur le thème « Et la réconciliation est meilleure ». Ce programme de la LIPSI a reçu le soutien de 2 vice-présidents de la CDVR et des représentants locaux de cette institution. La réconciliation est bien meilleure parce que, en continuant de se battre, on finit par s'épuiser et épuiser toutes les ressources. On finit par épuiser les ressources des générations à venir. Avant ce rassemblement pour la paix à Bassam, ce sont 18 villes du pays que la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire a visitées pour prêcher la paix et la réconciliation. Hors de nos frontières au Mali, hier la France a retiré une centaine de ses hommes, mais cela ne marque pas la fin de l'opération Serval. Dans le nord du pays, à une centaine de kilomètres de Gao, des troupes ont lancé l'assaut dans le fief des islamistes du Moujao. 3 mois après le début de l'intervention au Mali, la France a entamé un premier retrait symbolique. Une centaine de militaires français sur les 4000 déployés dans le pays ont été retirés. Ils sont arrivés lundi à Chypre. Les troupes françaises ont infligé de lourdes pertes aux groupes islamistes et démantelé leur réseau dans le nord du pays. Ils poursuivent actuellement les opérations autour de Gao et Tombouctou. Les ministres des Finances des pays de la zone franc sont réunis depuis lundi à Dakar. Au cœur des débats, la crise financière et le projet de créer un fonds de stabilisation pour conforter les bases de la monnaie commune. Par ailleurs, le président de la BCEAO a révélé que le Sénégal était le pays le plus touché par la crise malienne du fait de la baisse des flux commerciaux, principalement dans les secteurs des hydrocarbures et des matériaux de construction. Après un coup de semonce largement suivi, les syndicats de la fonction publique ont tenu lundi une assemblée générale. Ensemble, ils ont rappelé leurs revendications pour améliorer les salaires et les conditions de travail, interpellant une nouvelle fois les autorités. Nous en appelons donc à la conscience de notre gouvernement de faire en sorte que cette crise-là s'arrête le plus tôt possible. Ça y va de leur survie en tant que politiciens aussi, et de notre survie aussi à nous en tant que travailleurs. Sans réaction du gouvernement, les syndicats menacent d'une nouvelle grève générale mercredi et jeudi prochain. Au Kenya, le 4e président de l'histoire du pays a officiellement pris fonction hier. Devant plus de 60 000 personnes, Uhuru Kenyatta a prêté serment. La lutte contre le chômage et la pauvreté, le développement du secteur privé ou encore la lutte contre le banditisme et le terrorisme figurent au nombre de ses priorités. Tôt ce mardi matin, ils convergent vers le stade Kasarani près de Nairobi. 60 000 partisans d'Uhuru Kenyatta bien décidés à assister à la prestation de serment de leur champion un mois après son élection au premier tour de la présidentielle. Mon Dieu, il y a du monde. Je ne suis même pas sûr d'avoir une place à l'intérieur, mais je garde espoir.
Moi, ce que je veux, c'est seulement m'amuser et voir le président, le 4e président du Kenya. Pour l'occasion, une quinzaine de chefs d'État et de gouvernements africains a fait le déplacement, mais aucun responsable occidental. C'est le signe d'un profond malaise, car Uhuru Kenyatta reste inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, tout comme son vice-président William Ruto, pour leur responsabilité dans les violences post-électorales de 2007. Leurs procès respectifs doivent s'ouvrir d'ici quelques semaines. Tous deux ont promis de coopérer. Mais ce mardi, l'heure est à la fête. Acclamé par la foule, main sur la Bible, Uhuru Kenyatta prête serment 50 ans après son père Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance et le premier président du Kenya. Moi, Uhuru Kenyatta, je jure fidélité et allégeance à la République du Kenya. Si la question de la Cour pénale internationale reste en suspens, cette investiture marque le point final d'un processus électoral qui, à la différence de 2007, s'est déroulé sans incident grave, et ce, malgré un résultat serré. En France, le gouvernement décidé à moraliser la vie politique. Le Conseil des ministres de ce jour a été consacré à la question. Une loi doit être proposée. Elle demandera la déclaration du patrimoine des élus et membres du gouvernement, accessible à tous. L'interdiction pour les élus d'exercer certaines fonctions, telles que celles d'avocat, de médecin ou de maître de conférence. Et la loi devra aussi lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Et puis en bref, sachez que le sud de l'Iran a été secoué la nuit dernière par un séisme de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter. On dénombre au moins 37 morts et 850 blessés. Parcourons le reste de l'actualité dans le monde avec des escales en Afghanistan, à Gaza, en Syrie et en Corée du Nord. La Corée du Nord qui multiplie les menaces à l'endroit de la communauté internationale. Flash spécial de la télévision nord-coréenne. Nous appelons tous les étrangers à évacuer Séoul et la Corée du Sud. Pyongyang brandit toujours la menace d'une guerre qualifiée de thermonucléaire contre son voisin du Sud. Pour faire monter la pression, la Corée du Nord commence à retirer ses 53 000 employés du site industriel de Kaesong, symbole de la coopération entre les deux Corées. Prudent, le Japon a de son côté déployé ses missiles patriotes dans le centre de Tokyo, prêt à tirer en cas d'attaque de l'archipel. Le centre-ville de Damas, frappé par une attaque à la voiture piégée. Un attentat commis par un terroriste, selon la télévision nationale syrienne, qui a longuement diffusé ces images de victimes et de dégâts. Bilan 15 morts et une cinquantaine de blessés. L'explosion dans cette zone résidentielle de la capitale a brisé les vitres des commerces et des immeubles. Un souffle si puissant que même les palmiers ont pris feu. Damas est au cœur de la guerre civile que se livre le régime syrien et les rebelles depuis 2 ans. Ces manifestants de Gaza ont obtenu gain de cause. L'ONU accepte de reprendre les distributions de nourriture à condition que son personnel travaille en sécurité. L'Agence pour les réfugiés palestiniens avait interrompu son programme la semaine dernière parce que des habitants en colère avaient envahi ses locaux. Ils protestaient contre l'arrêt des aides financières versées aux populations de Gaza. C'est l'histoire peu banale de 2 otages français en Afghanistan. Les médias ont appris leur libération alors que leur capture n'avait jamais été annoncée ni par Paris ni par leurs ravisseurs. L'un aurait été kidnappé il y a 2 mois, l'autre en novembre, comme le raconte cet officiel afghan. Pierre Bourgui a été kidnappé le 28 novembre à Kaboul et emmené dans un lieu inconnu. Heureusement, aujourd'hui, il a pu rejoindre un poste de police. Un des Français se serait donc échappé. L'autre aurait été libéré, une affaire au contour très énigmatique. Retour en Côte d'Ivoire et précisément au musée des civilisations au plateau pour terminer ce journal. Beket Aliko et Delphine Blas se proposent de nous renseigner sur les méthodes utilisées pour conserver et protéger les pièces de musée. Cette statuette, symbole de la maternité toujours intacte. Les 70 ans passés au musée des civilisations n'ont entaché en rien sa beauté. Cela est dû à la conservation préventive. La conservation préventive, c'est l'ensemble de toutes les actions qui visent
à éviter les attaques. Par exemple, au niveau des salles, il nous est interdit de manger et de boire, de fumer également. Et on entretient les salles assez souvent pour ne pas que les saletés là attirent les insectes. C'est ainsi que plus de 15 000 objets du musée ont été conservés. Malgré ces dispositions, certains objets subissent les effets du temps. Face à cette situation, d'autres mesures sont prises, notamment la conservation curative. C'est toutes les actions que nous mettons en œuvre pour arrêter un processus de détérioration, un processus actif de détérioration. Par exemple, un objet qui est attaqué par les insectes sont à l'intérieur, ils sont en train de ronger activement l'objet. Il faut donc intervenir pour arrêter cela. Toutes ces actions contribuent à la promotion du matériel culturel. L'entretien de la salle d'exposition se fait chaque semaine et celui de la réserve une fois dans l'année. C'était Beckett Aliko et Delphine Blas au cœur du musée des civilisations au Plateau. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de votre fidélité au programme de RTI1.